Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur le sommet UE-Turquie. Des discussions tendues et toujours en cours entre les dirigeants européens et turcs sur la crise des migrants. Et c'est une Europe bunkérisée face à l'afflux des réfugiés. On en parle ce soir avec de nombreux invités en notre compagnie. Des attaques ciblées et simultanées en Tunisie, à la frontière avec la Libye, à Ben Guerdane. Un commando de djihadistes a investi une caserne militaire des postes de la garde nationale. L'attaque est inédite, les détails à suivre. La loi El Khomri, véritable test politique pour l'exécutif et c'est une semaine cruciale qui s'ouvre. Consultation des syndicats, manifestation mercredi et sondage en berne. C'est une cascade de contestation pour François Hollande et Manuel Valls. Le débat tout à l'heure. Enfin, l'entretien ce soir. Mon invité publie un véritable hymne à la littérature des écrivains qu'il a rencontrés ou des auteurs qui l'ont inspiré. Une leçon de vie et d'amour avec l'écrivain et éditeur Jean-Paul Enthoven. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie. Vos questions, réactions via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Les négociations continuent ce soir à Bruxelles entre l'Union européenne et la Turquie. Face aux défis migratoires toute la journée, Ankara a fait monter la pression pour mieux sécuriser ses frontières. Les autorités turques ont demandé des contreparties. Elles veulent notamment la relance du processus d'adhésion à l'Union européenne et une aide spéciale de 3 milliards d'euros. On va plus loin sur le sujet dans quelques instants avec Sonia et ses invités. Dans ce contexte, un nouveau camp d'accueil pour migrants a été ouvert à Grande-Synthe, non loin de Calais. Édifié selon les normes internationales par Médecins sans frontières, il peut accueillir 1500 personnes. Et puis, les commerçants de Calais ont été reçus tout à l'heure à l'Elysée. Selon eux, la pression migratoire est responsable de la faible fréquentation de leur commerce. Ils étaient aujourd'hui 500 Calaisiens à manifester toute la journée à Paris avec ce slogan « J'aime Calais ». Le bras de fer est lancé, début du défilé des organisations syndicales à Matignon, des concertations voulues par Manuel Valls sur la réforme du travail. Avant la première journée d'action de mercredi, FO et la CGT veulent le retrait du texte. La CFDT attend un compromis. Stéphane Amalian. Écouter les syndicats pour améliorer le projet de loi. C'est ce qu'a souhaité le gouvernement en recevant aujourd'hui les partenaires sociaux. Une concertation en présence du ministre de l'économie qui vise à ne modifier que certains aspects du projet. Sans surprise, la CFDT a mis en avant sa volonté de négocier, mais presse le gouvernement d'apporter des modifications substantielles. Nous avons été écoutés. Il nous a été dit que la porte était ouverte au dialogue, que des choses pouvaient évoluer, qu'il y avait des espaces. Mais nous avons redit notre détermination à agir contre les mesures que nous ne voulons pas voir figurer dans ce texte. La CGT et Force ouvrière campent sur leur position. Pas question de négocier. Ce texte doit être retiré. On a demandé donc son retrait, une remise à plat du dossier pour pouvoir rediscuter point par point de l'ensemble des questions qui sont posées. La CGT et Force ouvrière se joindront le 9 mars à la manifestation des organisations de jeunesse contre le projet de loi El Khomri. Demain, nouveau tour de piste. Les représentants des cadres et le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, feront leurs propositions. Convaincre sur ce projet de loi tout à l'heure, c'est la ministre du Travail en personne qui s'est rendue devant le bureau national du Parti socialiste. Myriam El Khomri s'est retrouvée face à Martine Aubry. Vous le savez, la maire de Lille a rejeté fermement cette réforme. On retrouve en direct Oriane Mancini. Vous êtes sur place, Oriane. Ruth Solferino. Est-ce que les débats ont été animés ce soir ? Et oui, Paul, les débats ont été animés. Un bureau national que la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a résumé en une phrase, un débat long mais constructif. Un bureau national qui a duré plus de 3h30. La ministre qui a déclaré que le gouvernement allait continuer à travailler, continuer à avancer en apportant des améliorations, mais elle n'a pas précisé lesquelles. On ne sait pas ce soir quelle sera la position du gouvernement sur les 2 points de blocage, la définition du licenciement économique et
et le barème des indemnités prud'homales. Alors vous le disiez, hein, Paul, les propositions qui étaient attendues lors de ce bureau national, eh bien, c'était celle de Martine Aubry qui mène la fronde contre ce texte. Myriam El Khomri les a bien sûr écoutés. Martine Aubry a mis en garde la ministre du Travail contre une réforme qu'elle juge extrêmement dangereuse. Martine Aubry qui, lors de ce bureau national, a demandé une réécriture totale du texte, mais pas son retrait, contrairement à certains frondeurs, des frondeurs à qui le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a fermé la porte. On l'écoute. Le débat sur le retrait, pour moi, n'avait pas de sens parce que nous étions dans un avant-projet. Et donc, comme le texte n'était pas passé au Conseil des ministres, on ne pouvait pas retirer un texte qui n'avait pas été adopté. Donc, tout le monde devait être dans l'amélioration du texte. Le Parti socialiste qui est donc dans une phase de dialogue et de discussion. Il n'y a rien d'irréconciliable, a déclaré Christophe Borgel, mais un dialogue qui doit aller dans les deux sens. Martine Aubry a prévenu, il faudra écouter le Parlement. En clair, pas de passage en force via le 49.3. Merci Oriane pour toutes ces précisions. Autre rendez-vous politique ce soir, le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, retenu à Bruxelles. François Hollande n'était pas présent, une première depuis le début de son quinquennat. C'est Manuel Valls qui a lu le discours du président. Le Premier ministre est revenu sur l'action de la France dans sa lutte contre l'État islamique. On l'écoute. Meurtrie, touchée en plein cœur, la France, avec quelle dignité, a fait face. Elle a brandi son drapeau, porter haut ses couleurs, réaffirmer ses valeurs. Elle ne s'est pas laissée emporter par les tentations de la division, même si parfois, dans le débat public, nous avons le sentiment qu'on oublie ce qui s'est passé il y a à peine quelques mois. La France, fidèle à elle-même, a tenu bon et elle a répondu et continuera de répondre de la manière la plus forte, en renforçant, bien sûr, d'abord, ces dispositifs de sécurité et de renseignement. La Tunisie frappée par une nouvelle attaque terroriste qui a fait 52 morts. Des djihadistes ont pris d'assaut la ville de Bergerdane au sud-est du pays, à la frontière avec la Libye. Au moins 10 membres des forces de sécurité et 7 civils ont été tués. 35 assaillants ont été abattus. Un couvre-feu est décrété sur place. Selon les autorités, l'attaque avait pour but d'établir un émirat de Daesh dans la zone. On écoute le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Il s'agit d'une attaque sans précédent et coordonnée. Elle avait peut-être pour but de contrôler cette région et proclamer une nouvelle province. La grande majorité des Tunisiens est en guerre contre cette barbarie et ces rats que nous allons exterminer définitivement. Ils veulent réduire à tout prix les arrivées de migrants en Europe. Les dirigeants européens ont mené aujourd'hui des négociations de la dernière chance avec la Turquie. L'Europe forteresse est-elle la solution? C'est notre premier débat ce soir. Oui, entre la Turquie et l'Union européenne, les discussions sont tendues ce soir et elles vont se poursuivre, bien sûr, sur la crise des migrants. L'Europe se bunkérise. Les dirigeants européens s'inquiètent de nouvelles arrivées avec le printemps et surtout avec un nouveau front en Libye qui provoque chaos et déstabilisation de la région, comme on l'a vu aujourd'hui avec des attaques simultanées en Tunisie. Alors, sur tous ces défis et ces aspects, nos invités ce soir, Hélène Mière de la Croix, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes historienne, professeure, spécialiste de l'Allemagne. Et nous accompagne Yves Bertoncini, bonsoir et bienvenue à vous, directeur de l'Institut Jacques Delors, et Renaud Girard-Ella, bonsoir et bienvenue, grand reporter au Figaro et auteur de ce livre Le Monde en guerre, 50 clés pour le comprendre. Alors madame, messieurs, d'abord, Hélène Mière de la Croix, comment est-ce qu'on peut définir actuellement les relations entre l'Europe et la Turquie? Mon Dieu, vous savez que je suis spécialiste de l'Allemagne, donc justement, j'ai mais toujours comme le regard particulier. L'Allemagne joue un rôle clé dans l'accord qui a été signé auparavant en novembre, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai le regard particulier. Je crois que la Turquie joue un rôle essentiel qu'on n'avait pas attendu ces dernières décennies. On avait l'impression que la Turquie s'éloignait de plus en plus de l'Union européenne et on voit comment, un petit peu en miroir avec ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, comment au fond c'est la périphérie de l'Europe qui finit par déterminer l'agenda et qui oblige
ceux qui sont au centre de l'Europe de se poser des vraies questions. Je ne sais pas si on est en train d'assister à une évolution qui va conduire l'Europe à accepter plus volontiers une Turquie qui pourtant s'est éloignée du point de vue d'un certain nombre de critères de Copenhague. J'ai l'impression que l'Allemagne fédérale se sent particulièrement responsable là de trouver une solution et on sait qu'il y a une relation très particulière entre l'Allemagne et la Turquie pour des raisons aussi de population et de présence d'une grande partie de population d'origine turque en Allemagne. Je crois que la chancelière a envie de trouver une solution tout en ne lâchant pas sur les points essentiels puisque depuis le mois de septembre, elle a quand même mis en avant les valeurs européennes au nom desquelles il faut s'engager. Yves Bertrand-Tunier, on a l'impression, et c'est l'ironie de cette situation, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que c'est ce pays, la Turquie, un peu ONI quand même de l'Europe, c'est ce pays qui peut en quelque sorte éviter un plus grand chaos de l'Europe. On va voir à quoi vont conduire les discussions, mais il y a eu déjà un accord. On a l'impression que le salut, entre guillemets, passera par ce pays auquel on reproche beaucoup de choses également. En grande partie, oui. On va plus loin que la frontière franco-belge ou la frontière austro-allemande pour essayer de relever le défi migratoire. Et c'est heureux. Il faut aller à la source. Je dirais qu'au-delà d'Ankara, il faut même aller jusqu'à Damas, parce que c'est quand même là la source, non pas seulement d'ailleurs du flux migratoire massif qui se dirige vers l'Europe, mais aussi de la menace terroriste. Mais si on veut bien déjà aller jusqu'à Ankara, c'est ce qui se passe ce soir, on négocie avec un pays dont on a besoin. Vous demandez comment caractériser la relation UE-Turquie, c'est une relation asymétrique. Du point de vue géopolitique, on peut dire que la Turquie est aux premières loges, elle est même d'ailleurs active dans le conflit syrien. Simplement, c'est en Europe que les conséquences déstabilisatrices du flux migratoire se font le plus sentir. Il y a une asymétrie qui est d'ailleurs aussi morale que la Turquie fait remarquer aux Européens. La Turquie accueille entre 2,5 millions et 3 millions de réfugiés sur son sol. Le Liban, la Jordanie en accueillent beaucoup. Les Européens donnent le sentiment de se noyer dans un verre d'eau par rapport aux Turcs qui en accueillent autant, d'où la raison pour laquelle ils demandent une solidarité financière. Et puis, troisièmement, il y a une asymétrie politique. La Turquie est aujourd'hui dirigée par un homme, Erdogan, avec son Premier ministre, M. Davutoglu. C'est un pouvoir fort, autoritaire, qui dérive d'ailleurs, et qui se permet de dériver, y compris vis-à-vis de sa presse, ce qui est très inquiétant. Et face à elle, en situation de demande, est là une Union européenne en grande partie divisée, donc ça rend la négociation d'autant plus difficile, mais les Européens et les Allemands en particulier ont absolument besoin d'un accord pour effectivement traiter un peu plus à la source un défi migratoire qui ne sera pas résolu à la frontière. On va insister sur le rôle de l'Allemagne, parce que Mme Merkel s'est beaucoup investie déjà dans le premier accord. Donc on va voir ça avec vous, Hélène Mière de la CRA. Mais Renaud Girard, je reviens sur la relation entre l'Union européenne et la Turquie. On a l'impression que c'est une entente forcée. On a bien compris que la Turquie vraiment accueille un nombre considérable, record de réfugiés, mais que quelque part, est-ce qu'Erdogan utilise cette crise comme un levier pour les négociations, obtenir d'autres choses, même si on comprend qu'il a besoin de cet argent, évidemment, pour héberger ses familles, tout cela, mais est-ce qu'il n'utilise pas cela pour d'autres desseins? C'est une entente forcée parce que d'abord, je pense que la plupart des leaders, des 28 leaders de l'Union européenne, auraient souhaité que M. Erdogan conserva la politique étrangère de la Turquie telle que l'avait initiée Ahmet Davutoglu, qu'on voit ici sur ces images, et qui était son ministre des Affaires étrangères au début, là, quand il est arrivé aux affaires en 2002, qui était zéro problème avec nos voisins. Or, vous l'avez dit, la Turquie a pris parti, a aidé l'État islamique, a financé les katibas les plus islamistes contre le régime de Bachar el-Assad, dans un mouvement d'ailleurs assez spectaculaire, parce qu'auparavant, M. Erdogan, qui est un autocrate, a été le meilleur ami de Bachar el-Assad, et puis il a changé à 180 degrés. Et la seconde chose... Il a changé juste à 180 degrés, peut-être à cause de la menace d'un Kurdistan qui pourrait se former en Syrie. Pour lui, voilà. Effectivement, pour lui, l'ennemi principal, ce n'est pas Daesh, ce n'est pas l'État islamique, mais ce sont les Kurdes. Et il y a un axe, qu'il faut bien l'appeler, turco-saoudien, pour essayer de détruire le régime laïque du Baas, la dictature bassiste à Damas, et qui est elle-même est aidée par un axe russo-libanais, enfin Hezbollah, iranien. Donc je pense que les leaders européens sont forcés aussi parce que personne ne nous fera croire
que la Turquie, qui est quand même un petit peu un État policier, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en Turquie, mais je me suis souvent rendu, n'est pas capable de contrôler ses côtes. Bien sûr que la Turquie est capable de contrôler ses côtes, et bien sûr que aucun trafiquant ne peut comme ça... Oui, mais juste un instant sur ce point, Yves Bertoncini, on ne peut pas dénier que pour la Turquie, c'est un véritable, il ne faut pas utiliser le mot fardeau, mais c'est à gérer, c'est une crise humanitaire. C'est-à-dire, c'est un nombre record de réfugiés. Là, on critique la Turquie à juste titre et à juste raison, mais c'est un pays aujourd'hui qui a besoin de soutien. Sinon, il y a un risque d'implosion aussi, peut-être. Absolument, au même titre que le Liban et la Jordanie, au même titre chez nous que la Grèce. Il y a une asymétrie qui est aussi liée aux flux migratoires qui sont répartis, concentrés dans quelques pays. C'est vrai aussi en Europe, hein, d'ailleurs. Mais si on reste en Turquie, il y a quand même cette asymétrie que les Turcs invoquent, y compris du point de vue moral, hein, en disant, écoutez, nous, on accueille tous ces gens, vous n'êtes pas capable d'ouvrir la porte, honte à vous. Au-delà de ça, il y a quand même une forme de cynisme, effectivement, des Turcs qui ne sont pas demandeurs. Les pays de transit, et même en Europe, et c'est bien ça la racine de la crise en Europe, il y a une vraie crise de confiance. Ils n'ont pas nécessairement vocation à arrêter le flux, puisqu'ils savent bien que les migrants ou les demandeurs d'asile, en très grande partie, veulent aller plutôt dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède ou le Royaume-Uni. Et donc, ces pays, et notamment la Turquie, veulent bien nous rendre service, mais en contrepartie de compensation. Et les compensations, elles sont dans le plan d'action UE-Turquie qui a été annoncé et adopté en novembre. Les visas imposés aux ressortissants. L'argent, vous l'avez dit. La suppression des visas imposés aux ressortissants. 3 milliards d'euros. L'argent. On doublerait la mise, sans doute, ce soir. À pas voir, seulement c'est 3, encore en discussion. mais peut-être 6. Mais ça va être facile à concéder. Et la relance du processus d'adhésion. Voilà, vous l'avez dit, les visas et la relance du processus d'adhésion. Et puis, les contacts à haut niveau, parce que cette scénographie qu'on voit ce soir, c'est valorisant pour les autorités turques qui étaient un petit peu isolées, de voir que régulièrement, on vient leur accorder de la considération et leur offrir des compensations. Vous êtes d'accord, Hélène Delacroix ? Oui, je crois qu'en effet, il y a une part de cynisme qui oblige à avaler un certain nombre de couleuvres du côté des Européens qui, comme je le disais, ont vu dériver ces dernières années l'état déjà policier de la Turquie vers un état anti-droit de l'homme. Et donc il y a un grand écart particulièrement frappant entre les valeurs d'accueil et de respect, de refus de mettre par exemple le point sur lequel la chancelière est absolument stricte par rapport à toutes les pressions qui sont faites autour d'elle. Elle refuse absolument de fixer une limite aux demandeurs d'asile acceptable. Pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de bascule hier ou avant-hier avec la fermeture de la route des Balkans et Mme Merkel également a pesé pour cette fermeture? Ils sont tous d'accord, les 28? Oui, ils sont tous d'accord. Il y a un problème, si vous voulez, je pense, de point de vue à l'intérieur de l'Union européenne. Nous sommes unis et en même temps, chaque perspective est spécifique et est nationale. Et Mme Merkel a face à elle beaucoup de voix qui s'élèvent, y compris dans sa propre majorité, y compris dans son propre parti, pour dire qu'il n'est pas possible qu'un certain nombre de pays, comme vous le disiez avec tout à fait juste titre, en fait laissent passer. Hein, on dit en allemand, on laisse passer en disant bonjour, bonjour, continuez votre chemin. Et que de ce point de vue, il y a un moment où la notion de frontière extérieure commune n'existe plus, ou alors il faut qu'elle se manifeste de cette façon-là. Et la façon dont il va falloir négocier directement avec la Turquie cette capacité à être le sas, et puis permettre à reprendre ceux qui en Turquie n'auraient pas obtenu le droit d'asile, c'est une façon de donner une matérialité à une vision. Alors concrètement, Renaud Girard, est-ce que l'Union européenne est en train de sous-traiter la crise des migrants à la Turquie? Ce qui est très, très étonnant, c'est que l'Union européenne, qui croyait en fait n'avoir à faire que des problèmes de consommation et de marché intérieur, revient vers l'histoire. L'histoire, c'est les religions, c'est les guerres, c'est la politique, c'est les tentatives hégémoniques, c'est Erdogan qui veut rétablir le sultanat, c'est ça l'histoire. Et l'Union européenne est extrêmement en retard, parce que le conflit syrien, il a 6 ans. Il a commencé il y a 6 ans. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose. On aurait pu attendre de la Commission européenne qu'elle discute avec la Turquie dès les premières centaines de milliers de réfugiés pour installer là-bas, parce que finalement, ces réfugiés, quand ils arrivent en Turquie, ils sont en paix. C'est un pays en paix, et en plus, c'est un pays qui partage la religion de 95% d'entre eux, parce que 95% des réfugiés du Levant qui viennent vers l'Europe sont des musulmans. Et donc, ils sont en paix en Turquie, c'est un pays prospère, qui est en paix.
Et là, effectivement, on aurait pu imaginer, au lieu de favoriser tous les trafics et les trafiquants, on aurait pu tout à fait imaginer avoir des consulats élargis, si vous voulez, pour analyser, pour examiner, dans la paix turque, la paix du territoire turc, les demandes d'asile vers l'Europe. C'est tout à fait étonnant. Et il est assez, si vous voulez, il est assez dangereux, je trouve, que la Turquie utilise effectivement cette faiblesse européenne, parce que finalement, Mme Merkel était assez naïve de dire qu'il y avait 800 000 places en Allemagne pour des réfugiés, parce qu'elle a mis, sans le vouloir certainement, mais elle a mis en marche, je ne sais pas, des dizaines de millions de miséreux à travers le monde, pas seulement d'ailleurs de Syrie, on envoie d'Érythrée, d'Afrique noire, d'un peu partout. Voilà. L'appel d'air, vous nous direz que vous êtes d'accord avec il y a ce chantage de la Turquie de dire on peut vous aider face à ce problème de migrants que vous n'arrivez plus à gérer, après les avoir appelés, Mme Merkel, vous n'arrivez plus à les gérer, sur un dossier qui n'a strictement rien à voir, qui est la candidature à l'Union européenne, et vous l'avez rappelé, aujourd'hui, il y a pratiquement plus de liberté de la presse. Alors, vous posez une bonne question, je vais me permettre de la reprendre, Renaud Girard, et de la poser à Yves Bertoncini. C'est ce que vous dites, l'Europe attend d'être au pied du mur, mais là aussi c'est au pied d'une muraille pour négocier. Peut-être qu'elle n'a pas pu anticiper cet afflux de migrants, mais quand même, il y avait des signes, comme le dit Renaud Girard, ça fait des années que dure la guerre en Syrie. Oui, mais alors là-dessus, l'Europe est démunie. François Hollande a proposé en 2013 de frapper en Syrie quand le régime de Bachar el-Assad utilisait des armes chimiques. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État islamique en Syrie. La Grande-Bretagne n'a pas voulu y aller, les Américains non plus. Que fait l'Europe? Et là, la Commission européenne n'a évidemment rien à voir là-dedans. C'est dans les capitales nationales que ça se joue. L'Europe est désarmée. Elle va peut-être, en tout cas c'est mon souhait, en tirer les leçons du fait que à ses frontières se passent des crises sur lesquelles elle n'a pas de prise. Elle avait tiré les leçons de la crise en ex-Yougoslavie. Elle n'a pas de prise si les États-Unis ne sont pas avec elle. Peut-être les leçons vont-elles être tirées, mais ça va prendre du temps. En septembre 2013, excusez-moi, je connais bien la crise syrienne, mais il y avait beaucoup déjà de katibas islamistes en Syrie. D'ailleurs, nous avions des camarades reporters qui étaient déjà prisonniers là-bas. Donc la situation, et je pense que si effectivement, les Occidentaux, si on avait, par la force des armes, si on avait renversé le régime de Bachar el-Assad à Damas, je vais vous dire ce qui serait arrivé à l'époque. De toute façon, on ne peut pas réécrire l'histoire. On ne peut pas écrire l'histoire, mais je pense qu'il y aurait eu un génocide. Non, il faut le dire, il faut dire les choses. Je pense qu'il y aurait eu un génocide immédiat contre les Alaouites, qui sont considérés là-bas comme des apostats, et que tous les chrétiens auraient été au mieux expulsés vers le Liban, et que toutes les églises de Damas ont brûlé. Il y a bien 150 églises au Kosovo qui ont brûlé, alors que les soldats de l'OTAN et les observateurs de l'Union européenne étaient présents au Kosovo. Beaucoup vous diront qu'on aurait évité aussi le génocide en cours par Bachar el-Assad. Donc, le génocide de qui, vous dites? De sa propre population. Non, un génocide, c'est quand on massacre une minorité dans sa population. C'est le génocide des Arméniens en Turquie ou des Juifs en Allemagne. Alors les crimes sunnites, contre sa population, la femme de Bachar el-Assad est sunnite, vous avez raison. On ne va pas réécrire l'histoire de toute façon, malheureusement, il y a des milliers de morts. Tout à fait. Yves Bertoncini, puis Hélène Mière de la Croix. Le défi, c'est un défi extérieur pour l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que c'est du sadomasochisme, que ça puisse se transformer en rétablissement des contrôles entre les pays européens, parce qu'on fait payer aux transporteurs routiers, aux frontaliers, la facture d'une inefficacité extérieure. L'Europe avait une politique extérieure, c'est la politique d'élargissement. Quand l'Europe offrait l'adhésion, et c'est toujours opératoire au moins dans les Balkans, elle obtenait de ses pays voisins toute une série de concessions, d'alignements en vue de cette adhésion. L'Europe a retiré cette offre d'adhésion à la Turquie. Alors là, on fait semblant de reprendre les négociations. Je ne pense pas d'ailleurs qu'un pays dirigé par M. Erdogan ni d'un côté ni de l'autre. Venir. Simplement, c'est utile de renégocier. Ça sort la Turquie de ce camouflet qu'elle avait reçu. Les négociations d'adhésion, ça permet de faire rentrer un peu plus l'Europe en Turquie, et nous y venons sur la liberté de la presse, parce que si elle perd cette perspective d'adhésion, elle n'a plus aucune incitation à agir. Simplement, au-delà de cette politique d'adhésion, qu'il faut donc remplacer par autre chose, il y a la Turquie, on a aujourd'hui ce plan d'action, on a les compensations qu'on vient d'évoquer. Il y a un vrai défi qui vaut en Syrie, qui vaut en Libye bientôt, c'est la politique étrangère et de sécurité. Tout à fait. Je vous écoute depuis tout à l'heure, on a quand même l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, d'une Turquie en position de force, Hélène Mière de la Croix, et peut-être même en position de force par rapport à l'Allemagne. Rappelons-nous que pour l'accord, je crois que c'était en novembre dernier, cet accord dont on parle, c'est Mme Merkel qui s'est beaucoup avancée, et
Certains dirigeants européens lui avaient reproché un petit peu d'être allé peut-être trop loin dans ce contrat signé avec la Turquie. C'est-à-dire que si on reprend la chronologie, c'est aussi le moment où la chancelière s'est rendue compte que les autres pays européens n'étaient absolument pas prêts à accueillir une partie des migrants qui étaient arrivés en masse en dépassant le million autour de Noël. On pourrait aussi, bien évidemment, expliquer qu'il y a des relations spécifiques particulières entre l'Allemagne et la Turquie pour des tas de raisons, y compris le tourisme, tout ce qu'on le veut. Je trouve que ce qui est intéressant, lorsqu'on a un tout petit peu le recul de l'histoire, c'est de penser que la chancelière Merkel, à l'époque où le SPD, qui est avec elle aujourd'hui au gouvernement, dans la personne du chancelier Schröder, qui était son prédécesseur, était prêt à accepter la Turquie en Union européenne. Et Mme Merkel a, depuis le début, avec la CDU, dit non, qu'il n'en était pas question. Et elle a dit non à une époque où la Turquie était beaucoup plus proche de satisfaire les critères de Copenhague. Donc là, on est en effet en train de parler d'employer des mots dont on sait très bien qu'ils ne correspondent pas à la réalité de ce qu'a été la politique d'élargissement. Avant d'inviter 800 000 réfugiés pour 95% musulmans à venir travailler en Allemagne, elle avait expliqué que le multiculturalisme ne marchait pas en Allemagne. Alors, il est vrai, ça je vous le concède, je pense qu'il est un tout petit peu exagéré et un tout petit peu, exagéré de dire que c'est Mme Merkel qui a invité 800 000 personnes à venir en Allemagne. Il faut, si on reprend là aussi la chronologie, se dire que quand Mme Merkel a dit « nous allons y arriver », puisque c'est ça qu'elle a dit, « nous allons y arriver », au mois de septembre, le mouvement était déjà très largement en marche et elle a mis des mots sur ce qui se passait et elle a notamment mis des mots sur un mouvement qui nous a tous étonnés en Europe, c'était le fait que des citoyens comme vous et moi allaient accueillir à la gare on verra bien quel rôle elle a joué et des nounours. Et que donc elle a dit nous allons y arriver, elle n'a pas dit venez tous, nous vous accueillons. Je voudrais qu'on conclue. C'est une relecture un peu exagérée. Elle a sans consulter ses partenaires européens. Renaud Girard, je voudrais qu'on conclue sur un point important, c'est l'actualité. Renaud Girard, on a parlé là du front syrien, irakien. Je voudrais qu'on conclue sur le front libyen avec des attaques, on l'a dit dans notre journal avec Paul Bouffard, des attaques simultanées. Ce sont des attaques inédites. C'est un territoire souverain, la Tunisie, avec un commando djihadiste qui a pénétré son territoire. Est-ce que la déstabilisation de la Libye peut provoquer un afflux, là encore, massif de migrants? Qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément. Vous savez, l'État islamique à Mossoul est en train de perdre la guerre, en fait, parce que leur territoire se réduit de plus en plus et d'ailleurs ils sont condamnés à faire des opérations suicides de plus en plus spectaculaires parce qu'ils savent très bien qu'ils sont sur la pente descendante. Alors, des milliers de djihadistes sont déjà partis parce qu'ils avaient compris que c'était plus un sanctuaire, cette région de la Mésopotamie. Et ils sont partis où? Ils ont pris Turkish Airlines, bêtement, de Istanbul vers Misrata ou vers Tripoli, et ils se retrouvent aujourd'hui en Libye, où il y a deux villes qui sont dominées par les militants de l'État islamique, l'une qui s'appelle Sirte et l'autre au milieu, sur la côte, et l'autre qui s'appelle Sabrata, près de la frontière tunisienne. Et ils sont bien décidés, ces islamistes, bien sûr, à déstabiliser la Tunisie, et surtout cette Tunisie qui est un modèle inouï dans le monde arabo-musulman, puisqu'elle a vu une coopération qui fonctionne entre un État, je dirais, laïque hérité de Bourguiba et un parti de frères musulmans qui, lui, est sincèrement modéré. Voilà, donc c'est un modèle à détruire et c'est ce qu'ils vont essayer. Et donc, c'est le danger, c'est qu'effectivement, on ait de plus en plus de djihadistes qui quittent, nouveau danger, nouveau défi et nouveau front. Le Levant pour le Maghreb. Merci pour cette analyse et ce débat. Merci à vous. Je rappelle encore le titre de votre livre, Renaud Girard, si on veut comprendre justement tout cela. Le monde en guerre, 50 clés pour le comprendre. Merci Bertoncini et Hélène Mière de la Croix. Restez avec nous, la suite de votre émission. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la démission sur fond de désaccord du directeur financier d'EDF et c'est l'édito ce soir. Le directeur financier d'EDF a donc présenté sa démission au PDG du groupe en raison d'un désaccord sur la faisabilité du projet controversé de construction de 2 réacteurs en Angleterre. On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, après cette démission, l'action a dévissé de près de 10% aujourd'hui. Pourquoi cet accès de défiance? Je dirais que ça se résume en 3 mots. Trop, c'est trop. Alors, M. Piquemal, le directeur financier, directeur exécutif d'EDF, ne s'est pas prononcé publiquement sur les raisons de son désaccord, mais voilà plusieurs semaines qu'on était pratiquement tous au courant. Ça part effectivement de la construction de 2 EPR dans l'Angleterre du Sud-Est, 23 milliards d'euros auxquels est appelé participer EDF.
Étant donné que déjà les expériences d'EPR ne sont pas concluantes, notamment l'EPR de Flamanville et l'EPR finlandais, on est sur 10 ans de retard avec un gonflement des coûts de l'ordre de 10 milliards d'euros. Là-dessus s'ajoute le fait qu'on nous dit qu'on va fermer Fessenheim avant la fin de l'année prochaine et c'est une affaire de 4 milliards. Par dizaines de milliards, il faut préparer la rénovation des centrales, leur modernisation et l'enfouissement des déchets. Il faut reprendre Areva, c'est encore 5 milliards. Et puis là-dessus, il y a 37 milliards d'euros de dette pour EDF. Donc je sais bien ce que je dis, trop c'est trop. Et en plus, le problème c'est que EDF n'a pas la liberté de ses prix, on l'empêche d'augmenter ses prix alors qu'elle est devant des investissements fixes extrêmement difficiles à rentabiliser. Donc le message du directeur financier, c'est moi, écoutez, je tiens la caisse de la boîte et puis la coupe est pleine. Jean-Luc Gombault, alors donc pourquoi persister dans ces conditions? Alors, je pense que l'argument qui doit lui être opposé, le suivant, là aussi, on n'est pas dans le secret des dieux, c'est l'idée suivante. Écoutez, c'est vrai, l'EPR de Finlande, ça ne marche pas bien, ça ne marche pas du tout d'ailleurs, pour l'instant. Flamanville, ça prend beaucoup de retard, c'est une ardoise qui est extrêmement difficile à gérer. Mais en fait, on paie les pots cassés, c'est-à-dire que ce sont des EPR, c'est une avancée technologique, il est normal qu'il y ait un problème de temps et du retard. Et donc, si on abandonne maintenant cette expérience d'EPR sur l'Angleterre notamment, eh bien, tout ce qu'on a perdu, ça sera définitivement perdu. Donc, il ne faut pas s'arrêter là, il faut plutôt continuer. Mais à la démission aussi du directeur financier, je pense qu'il y a un aspect que j'appellerais politique. Il y a eu le sommet ou la rencontre, je ne sais plus comment l'appeler, d'Amiens entre Cameron et Hollande. Il y a eu un communiqué à la fin disant que EDF allait faire cette EPR, alors que la décision définitive n'est pas prise. Par ailleurs, Madame Cos, qui est responsable du problème du logement, dit Flamanville, pas Flamanville, mais Fessenheim sera fermé fin 2016, alors qu'on n'entend pas parler de cette date depuis la campagne de 2012. Et donc elle se permet de dire que ça sera fermé à une entreprise publique et qui a un certain nombre de problèmes. Donc c'est très difficile de gérer une entreprise qui est en réalité dominée par la politique à l'intérieur d'un marché libre. Donc la conclusion du directeur financier, écoutez, moi j'en ai ras la cassette, je ne veux pas porter le chapeau. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour cette analyse. Tout de suite le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Convaincre que la réforme du travail est bonne, Myriam El Khomri était devant le bureau national du Parti socialiste ce soir. Les débats ont été animés. La maire de Lille, Martine Aubry, s'est une fois de plus opposée à la ministre du Travail sans demander le retrait total du texte. On écoute Martine Aubry. J'ai essayé d'expliquer à Myriam El Khomri que la réforme du Code du travail qu'elle prévoyait n'est une réforme ni qui améliore la compétitivité de l'entreprise, ni qui accroît la protection des salariés. Elle est extrêmement dangereuse, notamment sur le droit de licenciement. Elle est dangereuse quand on substitue des accords d'entreprise à des accords de branche. Mettons le paquet sur la formation, sur la recherche, sur l'innovation. Il faut que les salariés se sentent bien aussi dans l'entreprise si on souhaite effectivement qu'ils y soient attachés et qu'ils améliorent encore leur compétitivité. François Hollande n'était pas présent ce soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le chef de l'État a été retenu à Bruxelles. On retrouve notre journaliste Michael Samès sur place. Michael, ce soir François Hollande était donc absent. Quelle a été la tonalité de son 31e dîner du CRIF ? En l'absence de François Hollande, c'est Manuel Valls qui a pris la parole ce soir et dans son entourage, on a voulu être très clair. Manuel Valls ne remplace pas le président de la République, il le représente. C'est un discours à deux voix, en quelque sorte, mais Manuel Valls a tenu à y mettre sa propre touche avec trois messages essentiels. Répondre à l'inquiétude de la communauté juive. La République est évidemment la réponse après les attentats et les Français juifs ont trop souvent peur, a-t-il dit dans son discours, mais ils doivent avoir confiance dans la République française. Et enfin, ce soir, ce n'était pas l'heure des polémiques politiciennes. C'est en tout cas ce qu'a voulu nous dire à la sortie tout à l'heure Nicolas Sarkozy. Écoutez. Je suis chaque année présent quand les responsables de la communauté juive nous invitent. Je crois que c'est très important, spécialement en ce moment, d'adresser un message de rassemblement, de paix et de soutien indéfectible. L'unité politique ce soir, c'est aussi une condamnation à droite comme à gauche d'un antisémitisme de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Manuel Valls l'a répété au moins 2 fois dans son discours.
Crise des migrants, une cellule d'urgence sera mise en place pour les commerçants de Calais. Selon eux, la pression migratoire est responsable d'une baisse de leur chiffre d'affaires. Toute la journée, près de 500 Calaisiens ont manifesté pour défendre l'image de leur ville. Quentin Calmet et Sophie Normand-Couturier. Ils sont venus exprimer leur désarroi. Plusieurs centaines d'habitants de Calais, commerçants, salariés du port, des restaurateurs aussi. Ils ont parfois perdu jusqu'à un tiers de leur clientèle. Les clients fuient parce qu'ils pensent que Calais, ça ne se limite qu'au camp des réfugiés, alors que Calais est une belle ville avec énormément d'atouts. Une crise économique directement liée à celle des migrants de la jungle de Calais. C'est pour que l'on rétablisse l'image de leur ville que ces Calaisiens ont fait le déplacement jusqu'à Bercy. Il y a des commerçants qui ne s'en sortent plus parce que les gens ne viennent plus. Avant, on avait une population anglaise qui venait, une population belge, dunkerquoise. Ils ne viennent plus, ils ont peur des migrants. Reçus à l'Elysée dans l'après-midi, ils en ressortiront avec l'annonce de la création dès demain d'une cellule d'urgence pour aider financièrement les entreprises et les commerces de Calais. Au même moment, Grande-Synthe accueillait ses 400 premiers migrants, dont ce camp aux normes internationales, le premier du genre en France. Un camp monté par MSF et la mairie, mais sans l'accord de l'État, et avec au total une capacité d'accueil de 2500 places. Ce soir, toujours à propos de ce nouveau camp d'accueil de Grande-Synthe, le préfet du Nord a mis en demeure le maire de Grande-Synthe de sécuriser le nouveau camp. Semaine à haut risque pour Manuel Valls, le défilé des organisations syndicales a débuté à Matignon. Le dialogue et le compromis risquent d'être compliqués sur la très controversée réforme du travail. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, c'est assurément une semaine cruciale pour le gouvernement. Il y a les consultations avec les syndicats, la manifestation test ce mercredi, les mauvais sondages qui s'accumulent. La loi travail est un véritable révélateur de cette fin de quinquennat. Alors l'exécutif résistera-t-il à cette somme de contestation? Et puis y a-t-il d'ailleurs une différence de vision entre les deux têtes du couple exécutif? L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Emmanuel Rivière, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur de l'unité stratégie d'opinion chez TNS Sofres. Nous accompagne Raphaël Legendre, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à l'Opinion. Guillaume Duval, bienvenue et bonsoir. Rédacteur en chef d'Alternative économique. Et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, avant d'entrer dans les détails, Raphaël Legendre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce projet de loi, c'est un grand test politique pour l'exécutif et en même temps un révélateur de cette fin de quinquennat? On voit qu'il y a effectivement énormément de crispation. C'est surtout un grand gâchis. Ce projet de loi, il contient pas mal de mesures qui étaient prévues normalement dans la loi Macron 2. Le terrain avait été préparé par le gouvernement, par de nombreux rapports. On a eu le rapport d'Inter, on a eu le rapport avant Terra Nova, le rapport Combrexel, et les choses se passaient plutôt bien. Les discussions avaient déjà eu lieu lors de la loi Macron, par exemple, sur le plafonnement des indemnités au prud'homme. Tout le monde avait pu discuter à peu près sereinement et un consensus avait été dégagé. Au final, on se retrouve avec aujourd'hui un projet de loi qui effectivement est décalé de 15 jours. Il devait être présenté la semaine dernière, ce sera le 24 mars finalement. On a cette convocation en urgence de l'ensemble des partenaires sociaux. On a demain un séminaire gouvernemental avec les parlementaires qui sont, je crois, assez remontés. Tout ça donne une image assez chaotique d'un texte de loi qui pourtant était nécessaire, hein, mais qui aujourd'hui cristallise l'ensemble des crispations. On le voit par exemple avec la pétition qu'a lancée Caroline Dehaze sur... Donc grand gâchis pour vous plutôt que et test politique. D'ailleurs, Guillaume Tabar, on a l'habitude de dire et de lire d'ailleurs que c'est la mère des batailles, surtout à 14 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous êtes d'accord pour reprendre cette expression qu'on utilise souvent, peut-être trop souvent? Oui, on l'utilise souvent, donc on va essayer de sortir des expressions... peut-être trop facile, mais en tout cas c'est vrai que on a une situation assez inédite, à savoir un projet de loi difficile parce que qui vient heurter un certain nombre d'intérêts, un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de traditions ou de conservatisme français, un gouvernement qui est totalement affaibli et qui n'a plus le lien avec l'opinion, et puis quand même ce front renversé entre un gouvernement et une majorité qui mobilise contre lui. C'est quand même ce sont les partis de la gauche, y compris même les jeunes socialistes, donc les jeunes du parti du président, qui appellent à manifester contre le président. Car, il ne faut pas se leurrer, la manif de mercredi, c'est peut-être une manif contre la loi El Khomri, mais c'est une gigantesque manif anti-Hollande, parce qu'il ne faut pas, je pense, séparer cette contestation de la frustration, de la colère, du refus qui grandit à gauche depuis la déchéance de nationalité. Et donc voilà, je trouve qu'il y a un petit côté cocotte-minute à gauche,
Ils sont sous pression depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et là, pour parodier Martine Aubry, trop c'est trop, ben, ça explose. Et je pense que maintenant, on est parti dans l'irrationnel et que plus rien ne pourra empêcher ou faire revenir cette congestion. D'ailleurs, est-ce que ce côté cocotte minute, pour reprendre l'expression de Guillaume Tabar, on le retrouve, Emmanuel Rivière, dans les sondages? C'est assez impressionnant l'évolution. Je viens de voir l'évolution des sondages depuis quelques semaines à l'annonce de ce projet de loi. Et la courbe va... Alors là, cette courbe, elle monte. Hein. Elle monte, la défiance des Français. La courbe de la défiance monte avec... et du projet. D'après, effectivement, les plus récents, près de 7 Français sur 10 contre le projet, dans une belle unanimité d'ailleurs, puisque c'est à peu près la même proportion d'opposition chez les sympathisants de gauche, chez les sympathisants de droite. Les sympathisants de gauche sont contre ce projet parce qu'ils pensent que c'est un projet de droite, et les sympathisants de droite sont contre parce qu'il leur est proposé par un gouvernement de gauche qu'ils n'aiment pas. Mais effectivement, il y a eu la tension qui s'est ajoutée. Je pense que le rôle de Martine Aubry n'a pas été... peut-être pour rien, ça reste une figure emblématique dans la plupart des baromètres. C'est une personnalité qui est un repère pour beaucoup de sympathisants de gauche. Et elle pèse plus que tous les frondeurs réunis qui n'ont jamais réussi à sortir de l'anonymat. Et elle a accentué une faille. Mais là où je rejoins ce que disait Guillaume Tabar, c'est que voilà, ça a été de proche en proche. On a reproché la gauche, le virage dit social-libéral de ce gouvernement, du pacte de compétitivité au pacte de responsabilité, mais ça n'avait pas encore été jusqu'à toucher, finalement, chacun dans sa propre projection, dans l'avenir de son propre travail. Et c'est là où, effectivement, cette colère, cette déception, elle peut se muer en mobilisation parce que la plupart se sentent concernés. Et en même temps, François Hollande ne gagne rien sur sa droite, c'est-à-dire que ce mouvement vers la droite ressenti par ses sympathisants ne lui rapporte absolument aucun soutien. Déception, colère, manifestation, contestation, c'est une somme incroyable, Guillaume Duval. Et pourtant, il pourrait y avoir un plan B. Et B, ça veut dire la CFDT, dont on dit qu'elle pourrait, en tous les cas, avec quelques aménagements, aider le gouvernement et qu'il pourrait y avoir un chemin de crête. Est-ce que vous y croyez? Vous ne l'espérez pas, je le sais, mais est-ce que vous y croyez? Je n'espère pas non plus le chaos et la contestation généralisée à quelques mois effectivement d'une élection, mais surtout à quelques mois d'une élection où Marine Le Pen pourrait remporter la mise. Je crois qu'il est possible encore effectivement que le gouvernement revienne à la raison. François Hollande avait placé tout son mandat sous l'aura du dialogue social. Il avait commencé assez honnêtement sur ce plan-là. Il y avait eu un accord national interprofessionnel en 2013 qui avait pas mal marqué les choses. Là, l'exécutif a voulu passer en force. Alors, je ne sais pas quel est le rôle ou la place de Manuel Valls par rapport à François Hollande, mais il a voulu s'asseoir sur le dialogue social pour charger la barque. Pour vous, il est passé à la hussarde. Pour charger la barque, en plus, au dernier moment, sans prévenir personne, sur des sujets comme le licenciement économique, etc. Donc, les syndicalistes, comme le reste de la population, a découvert ce projet dans la presse et il espérait que ça se passe tout seul. Non, ça ne se passe pas tout seul, et notamment les syndicats ont fait front, alors commun dans un premier temps, de manière plus divisée aujourd'hui, mais ce que les syndicats... Surtout la pétition d'ailleurs. Hein. Ce que les syndicats dits réformistes... Les syndicats n'ont pas été à l'initiative de cette pétition. Oui. Avouons-le qu'elle a quand même fait plus temporiser le gouvernement que les syndicats, semble-t-il. Mais ce que demandent les syndicats réformistes ensemble, c'est quelque chose de très important par rapport au contenu du projet de loi. Ça le changerait de nature assez profonde si le gouvernement revient à la raison et leur accorde ce qu'ils demandent. Raphaël, vous êtes d'accord sur le scénario de... Ce qui est dit là, effectivement, il y a un problème de méthode, très clairement, de méthode gouvernementale. Mais vous, pas le fond, hein, parce que Guillaume Duval pense qu'il y a un problème de fond. Hein, absolument pas sur le fond, sur la manière dont ont été présentées les choses. C'est-à-dire qu'on trouve dans ce projet de loi un article, l'article 30 bis. Il faut expliquer aux téléspectateurs, un article bis, ça se fait normalement au cours de l'examen parlementaire. Ça ne se fait pas au moment de la présentation du projet de loi. C'est-à-dire que ça a été rapporté à la dernière minute au sein du projet de loi. C'est le fameux article qui crée toutes les crispations, qui est celui des conditions de licenciement économique, qui est là pour... Moi, je pense, sécuriser effectivement les entreprises, pouvoir apporter un peu plus de flexibilité. Pour faire court, quand l'activité baisse pendant tant de mois, ça reste à définir au cours de la négociation. Si on a des problèmes de trésorerie, de chiffre d'affaires, eh bien on peut réduire la masse salariale. Ça paraît pas aberrant, c'est adapter l'entreprise au cycle économique. Après, vous posiez la question de la CFDT. C'est une question
centrale, puisque Laurent Berger est à peu près le seul qui est prêt à négocier de manière pragmatique cet accord, sauf qu'il se trouve aujourd'hui sur une position extrêmement délicate, un fil très ténu entre, c'est à peu près le seul qui souhaite négocier, réformer. La CGT et Force ouvrière sont clairement sur des positions de rejet total du texte pur et simple. Ça n'est pas possible. On a encore 10% de chômeurs. La France a besoin d'être réformée, et réformée jusqu'au bout du quinquennat, sauf qu'il se trouve face à un gouvernement extrêmement faible, face à un jeu de dupes entre François Hollande, qui essayait de faire un peu de triangulation en présentant un texte très réformateur, assez libéral, plutôt à droite, en se disant que tout au long, comme il le fait d'habitude, tout au long de la discussion parlementaire, il pourrait ramener le gouvernail vers la gauche par coup d'amendements à la fois parlementaires et gouvernementaux. D'ailleurs, sauf que, on a là cette crispation, et le juge de paix est aujourd'hui un petit peu Laurent Berger, avec une position un peu difficile entre cette volonté de réformer et en même temps... Alors il y a le juge de paix et les acteurs principaux, je voudrais revenir à ce que vous dites. Guillaume Tabar, on entend beaucoup cette phrase répétée un peu de manière combinatoire par Manuel Valls, on ira jusqu'au bout. Je crois que personne ne peut remettre en cause la détermination du Premier ministre, même si maintenant il veut privilégier le dialogue alors qu'il est passé quand même assez brutalement. Est-ce que François Hollande est exactement sur la même position? On entend souvent et on lit qu'il y a peut-être des différences. Oui, mais je pense qu'il y a un effet d'optique dans ce décalage entre les deux hommes. Bien sûr, les deux hommes n'ont pas le même tempérament. On l'a dit, répété, écrit 100 fois. François Hollande est porté naturellement à l'esprit de synthèse, là où Manuel Valls aime avancer à la hussarde. Mais sur le fond, je pense qu'ils sont tous les deux sur la même ligne. Et si on prend sur un peu le temps long, vous rappeliez tout à l'heure le début des réformes économiques avec le pacte de responsabilité, enfin, le CICE, le pacte de responsabilité, l'ANI que vous rappeliez également. À chaque fois, c'est quand même Hollande qui a présenté, qui a assumé ces réformes qui bouleversaient quand même à chaque fois quelques tabous de la gauche. Et dès 2012. Dès 2012, oui. Et sur l'autre versant, le versant régalien, la déchéance de nationalité, alors là, s'il y a une querelle de paternité, mais c'est quand même bel et bien lui qui l'annonce devant le Congrès au Parlement. Donc je pense que sur le fond, François Hollande a fait ce choix, effectivement, de tenter de mettre quelques coups de poignard dans ce qu'étaient les fondamentaux de la gauche pour faire évoluer un tant soit peu le pays. Bon. Mais en même temps, comme il a ce tempérament-là, il ne l'assume pas et surtout, il n'en fait pas la pédagogie. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que François Hollande récemment a fait 2 émissions, une à la télévision aux 20h et une sur France Inter après. À aucun moment, il n'a justifié, expliqué, défendu cette fameuse réforme du Code du travail. Tout comme sur la déchéance de la nationalité d'ailleurs. Certains lui reprochent de ne pas avoir cette pédagogie. Emmanuel Rivers, est-ce que vous remarquez dans l'opinion? Il y a 3 partitions différentes en fait qui correspondent un petit peu aux 3 images différentes des 3 messieurs qui sont montés au créneau, reléguant un petit peu Myriam El Khomri à un rôle qui est moins éminent que celui au début. Emmanuel Macron, lui, je pense que son objectif c'est d'envoyer des signaux positifs aux entreprises et dans l'idée que c'est ce qui permettrait de relancer l'économie. C'est son positionnement depuis le début, c'est ce qui intéresse les Français d'ailleurs, qui effectivement considèrent qu'il y a à revisiter les rapports sociaux et le clivage entre les salariés et les patrons qui leur paraît un peu hors d'âge. François Hollande, lui, il a la volonté, ce que disait Guillaume Tabar, de laisser une trace d'une action qui aura véritablement fait bouger le pays, mais sans l'avoir crispé. Si on laisse une trace, c'est qu'on ne se représente plus. Oui, alors d'avoir y compris laissé une trace lui permettant éventuellement de se représenter. Ah oui, ça fait beaucoup de conditions dans la même équation. De toute façon, sans avoir crispé le pays, c'était sa marque de fabrique souhaitée par rapport à son prédécesseur et la condition sine qua non pour pouvoir effectivement éventuellement rempiler. Et puis il y a entre les deux Manuel Valls, dont la posture est plus d'être le réformateur très engagé, qui n'a pas froid aux yeux et qui est capable de contre vents et marées. Et les 3 partitions ne se sont pas complètement accordées totalement au fil du temps, ce qui a créé ces tensions entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Là, je crois que c'est d'autorité publique. C'est plus que des différences. On va pouvoir en parler. Mais Guillaume Duval, je vais revenir sur la forme. Un mot sur le fond, parce que vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui vous disent, est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle la flexi-sécurité? Est-ce que également ce texte est un message qu'on doit envoyer à nos partenaires européens pour leur dire, comme d'autres pays qui l'appliquent, que nous aussi, on peut y arriver? Est-ce que ce terme signifie quelque chose, concrètement?
D'abord, ce qui fait la difficulté, c'est surtout que, pour l'instant, ce qui a été fait, et avec une grande continuité, ça a été souligné par mes collègues, a complètement échoué. C'est-à-dire que les réformes libérales qui ont été faites avec beaucoup de continuité depuis 2012 n'ont strictement rien amené en termes de recul du chômage, de développement de l'activité, etc. Mais Au contraire, elles ont aggravé la récession et limité la reprise économique en France par rapport à nos voisins. Donc c'est pour ça que ça passe très mal cette affaire, parce que les Français ont bien compris que c'est pas forcément avec les médecins de Molière qu'on soignait un malade comme la France. Alors ensuite, la flexi-sécurité, oui, en soi c'est une belle idée, mais ce qu'il faut bien mesurer, c'est que c'est cher la flexi-sécurité. C'est-à-dire cher en termes de quoi? C'est-à-dire que par rapport au nombre de chômeurs qu'ils ont, les Danois dépensent 2 fois plus que nous pour indemniser ces chômeurs, les former, les encadrer, etc., etc. Alors, moi, je veux bien qu'on ait la flexi-sécurité en France, mais M. Gattaz doit savoir que ça coûterait de l'ordre de 50 milliards d'euros en plus pour les entreprises par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour les chômeurs. Alors, je veux bien qu'on annule le CICE et le pacte de responsabilité pour faire une vraie flexi-sécurité. Ça, ce serait une idée qui n'est pas idiote, mais ça a ce prix-là. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les baisses de cotisation. La France est vice-championne du monde de la dépense publique. Et la flexi-sécurité. Là, ce qu'on veut avoir, c'est simplement la flexibilité pour les entreprises et le développement des travailleurs pauvres pour les salariés. On peut effectivement dépenser toujours plus. La France est vice-championne du monde de la dépense publique. Je ne suis pas sûr que rajouter 50 milliards de dépenses aide en quoi que ce soit le pays à avancer. Par contre, bon, alors vous parlez de potion libérale avec des baisses de charges, simplement ça vient compenser, allez, à peu près 80% des hausses d'impôts qu'on a connues à la fois sur les foyers et sur les entreprises entre 2011 et jusqu'à 2014. Pour les ménages, ça compense strictement rien. Après, la France est dans un pays ouvert, en Europe, dans un monde globalisé. On essaie simplement de ramener un petit peu le taux de prélèvement des entreprises dans le grand jeu mondial. On s'engage en est encore dans très la course loin. au moins-disant social Mais qui a déjà emmené l'Europe. Le CICE a permis d'améliorer un tout petit peu la marge des entreprises françaises qui se rapprochent enfin de celle des entreprises allemandes. Après, ça met du temps à porter ses fruits, cette politique, effectivement. Pourquoi ? Parce que la politique de François Hollande, un peu en zigzag, fait que, on fait le compte pénibilité, on a fait la loi Hamon, on a envoyé de nombreux contre-signaux aux entreprises aussi, anti-business, qui font que la confiance n'est pas là. Vous regardez tous les sondages. Alors voilà, excusez-moi, alors en vous écoutant, on se dit confiance. Et même là, c'est ça qui manque. Guillaume Tabar, tant de contestations, tant de manifestations, tant de colère pour quelque chose qui ne va pas porter ses fruits ? Ou en tous les cas, à court ou moyen terme, quel est l'objectif finalement de ce projet de loi? Eh bien, c'est ça, c'est redonner la confiance. Parce que quand on regarde les choses d'un point de vue microéconomique... Mais ne l'a-t-on pas fait au début du quinquennat alors? C'est-à-dire, le problème, ça ne se décrète pas la confiance. Et c'est le grand raté de ce début du quinquennat. C'est le sens de cet atermoiement de François Hollande qui, lors d'une émission aux 20h de France 2 à la rentrée 2012, tarde à dire que ça va pas du tout et qu'il va falloir faire passer par une période de potion amère. Et il théorise le quinquennat en 2 temps, mais tout en disant mais pourquoi s'inquiéter, non? Oui, les choses vont bien. D'abord le redressement, et ensuite la redistribution. Parce que tout est une question de confiance. En fait, théoriquement, les Français sont assez ouverts à ce qu'on revisite les rapports sociaux dans l'entreprise. Ils nous disaient dans un sondage récent pour l'association Dialogue qu'ils considéraient que ça pouvait être au sein de l'entreprise qu'on discutait des conditions d'embauche et de licenciement, du droit du travail, etc. Mais cela supposerait qu'on arrive à se projeter dans un rapport de force au sein des entreprises qui ne soit pas déséquilibré. Or, finalement, comme on est dans une société de défiance, on en revient à ce qui d'ailleurs fonde c'est un grand gâchis finalement, Raphaël Legendre, vous avez bien défini. Non, c'est pas un grand gâchis, c'est absolument nécessaire. Un grand gâchis finalement d'avoir appréhendé comme cela un projet de loi peut-être. Bah oui. S'il y en a un qui est lucide sur lui-même, je pense que c'est bien François Hollande. Il sait que le jugement des Français sur lui est d'une sévérité inédite. Je pense qu'il est conscient aussi que ce jugement, il ne peut pas se redresser en quelques mois et même en 1 an d'ici la présidentielle. Donc il sait que de toute façon, à l'arrivée, le bilan personnel et sans doute électoral sera terrible. Mais puisque ce bilan-là est d'ores et déjà perdu pour lui, il essaye au moins de travailler sur une image ultérieure. C'est-à-dire que si avec le recul, on voit que ce qu'il aura fait aura permis, certes avec 2 ans, 3 ans, 4 ans de décalage,
de modifier les choses, ce sera toujours ça de prix. On cite souvent l'exemple de Gerhard Schröder et des réformes de Hartz, c'est-à-dire de celui qui avait... Bon, Il s'y est pris 10 ans, enfin, il s'y est pris de nombreuses années avant de, justement... enfin, il s'y est pris un an avant de perdre les élections. Ah oui. Pas oublier que Gerhard Oui, Schröder... et de diviser le SPD, qui a perdu la moitié de ses membres Oui, mais depuis, ce que qui a 15... Oui, mais non, ça n'a rien à voir. C'est de vous expliquer, mais ça prendrait trop de temps. C'est malgré Schröder que l'Allemagne se redresse, c'est pas du tout Gerhard Schröder a sacrifié son parti, a sacrifié son avenir personnel. Il a sacrifié la social-démocratie européenne et il a sacrifié l'Europe. Peut-être, et Angela Merkel a bénéficié des fruits des réformes de Gerhard Schröder. Angela Merkel est aussi forte parce que justement elle est beaucoup plus sociale que Gerhard Schröder et qu'elle répare les dégâts. Je n'ai pas souvent entendu dire ça de Madame Merkel quand on parlait de la Grèce ici. de Gerhard Schröder en rétablissant la retraite à 63 ans au lieu de 67 et en mettant en place un SMIC en Allemagne, ce qui est très bienvenu et ce qui a soutenu la croissance d'ailleurs en Allemagne ces derniers mois. Je crois que François Hollande... Schröder vaut pour l'état du Parti socialiste si François Hollande perd les élections l'année prochaine. Oui. D'abord, après 2017, il y a 2022. Il est très possible que François Hollande, effectivement, se représente en 2022. Abandonné 2017, mais pense à 2022. Alors là, vous nous présentez une éventualité à laquelle nous n'avons pas pensé, je vous l'avoue. Il aura autant de succès que Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, il travaille son image de réformateur, ça c'est évident. Il l'est, en tout cas, c'est ce qui explique beaucoup de ses proches, lui-même. Réformateur, au fond, c'est ce à quoi il croit. On a beaucoup parlé du virage social, soit démocrate, soit libéral, selon qu'on veut employer un terme péjoratif à gauche ou pas. Mais en vérité, la baisse des charges, elle a commencé dès 2012. C'est Louis Gallois qui en parle le premier dès juillet 2012. Et il le fait avec l'assentiment de l'Élysée, avant de produire son rapport qui va amener au CICE. Puis ensuite, François Hollande annonce 20 milliards de baisse supplémentaires de baisse de charges avec le pacte de responsabilité. Donc en fait, tout du long du quinquennat, quand même, malgré les hausses d'impôts, encore une fois, ce message contradictoire, malgré les textes de loi anti-business, François Hollande a essayé de, en tout cas, se donner une image de réformateur. Et c'est ce qu'il fait encore là avec la loi Khomri, je pense. C'est-à-dire qu'il prépare le deuxième tour des élections présidentielles en disant « Regardez mon bilan, il est là ». Voilà, en essayant de rassembler la famille. Donc c'est le grand test politique pour revenir à la première question dont nous débattions. Encore faut-il être au deuxième tour. C'est la clé, le deuxième tour. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. La suite de notre émission, c'est une parenthèse à présent avec le micro trop tard. Eh bien, Alex Darmon a fait la fermeture du salon de l'agriculture. On va le suivre. Adieu vos vaches, cochons, couvées. Je dois m'en aller, c'est le dernier micro trop tard ici. Je suis pas bien. Ah, Cerise, elle est belle, hein. Je suis amoureux. C'est la fin du salon de l'agriculture et le micro trop tard aussi termine son salon de l'agriculture. On en a beaucoup parlé pendant une semaine des agriculteurs, mais est-ce qu'on va continuer à en parler? Ça, c'est une vraie question. Et puis en plus, ça sent un peu la campagne électorale. Venez. Ce qu'on fait, c'est qu'à le dire, vous êtes en campagne là. Bah, en tout cas, très chaleureusement accueilli, ce qui me fait plaisir. Vous avez reçu la Légion d'honneur? Non, la coccinelle des fruits et légumes. C'est pas mal, bonjour. Vous aimeriez être ministre de l'Agriculture un jour? C'est pas mon ambition là, mais de servir l'agriculture, oui. Avec tous ces enfants, ces bêtes autour de vous, ça me fait penser un peu à Jacques Chirac à la grande époque. Là, vous me prenez par les sentiments, parce que vous savez, celui qui m'a tout appris, et sur la France et sur l'engagement politique, c'est Jacques Chirac. Monsieur Macron, finalement, vous auriez dû être ministre de l'Agriculture. Non. Parler un peu du diester. Je comprends pas trop ce qu'il fait dans ce gouvernement parce que il porte des vraies idées et il fait le contraire de ce qu'il pense. Et je trouve que c'est décevant des fois. C'est souvent comme ça les hommes. Non, ouais, ah bon? Ah bah d'accord. Les vaches, c'est comme la politique. Il y en a qui vont à droite et d'autres elles vont à gauche. Voilà. Même Anne Hidalgo est en campagne. Faut y aller, il faut toucher de la vache. Faut promettre des vaches aux Parisiens peut-être. J'aimerais une promesse de campagne, Madame Hidalgo, j'habite à Paris. Vous voulez pas mettre des vaches un peu dans Paris? Ça, je veux bien essayer, mais c'est pas gagné. Voilà, il y en a. Tu vois, ce qui est bien sur l'agriculture, c'est que tu fais des rencontres improbables. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Je suis ravi de vous voir. Bah, nous aussi. C'est souvent ce qu'on me dit.
va développer des fermes dans différents endroits de Paris. Il y a déjà beaucoup d'initiatives. On a des moutons qui nous servent déjà à faire la tonte, notamment le long du périphérique. J'ai passé une semaine fantastique ici au Salon de l'Agriculture, vraiment. Mais j'ai un peu peur parce que je me dis qu'à la fin du salon, on va arrêter de parler des agriculteurs. Ah non, non, parce que c'est trop grave. Hein. Vous savez, le Salon de l'Agriculture, c'est un moment très particulier où le monde agricole français vient montrer ce qu'il sait faire de mieux. Je viens soutenir l'ensemble du monde rural qui nous offre des produits extraordinaires dont on est fier. On en parle toute l'année des agriculteurs. C'est notre ADN, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre famille, c'est notre génétique. Tu vois tous ces gens en campagne là, ça donne envie de me lancer en politique. J'ai tellement de choses à apporter aux Français. Oh là là, tellement. Allez, mon salon de l'agriculture est terminé. Je retourne à la ville, ça va me faire du bien. Et voilà pour cette parenthèse. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. 52 morts en Tunisie dans une nouvelle attaque terroriste. Des djihadistes ont pris d'assaut la ville de Ben Guerdane, au sud-est du pays, à la frontière avec la Libye. Au moins 10 membres des forces de sécurité ont été tués et 7 autres civils. 35 assaillants ont été abattus. Un couvre-feu a été décrété sur place. Selon les autorités, l'attaque avait pour but d'établir un émirat de Daesh dans la zone. On écoute le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Il s'agit d'une attaque sans précédent et coordonnée. Elle avait peut-être pour but de contrôler cette région et proclamer une nouvelle province. La grande majorité des Tunisiens est en guerre contre cette barbarie et c'est rats que nous allons exterminer définitivement. À Bruxelles, les négociations ont continué ce soir entre l'Union européenne et la Turquie face aux défis migratoires. Toute la journée, Ankara a fait monter la pression. Nathalie Guilloire. Ce soir, les négociations continuent. Toute la journée, la Turquie a fait monter les enchères. Elle réclame 3 milliards d'euros supplémentaires à l'Union européenne d'ici 2018, une enveloppe qui s'ajouterait aux 3 milliards déjà promis par Bruxelles au mois de novembre. L'objectif, favoriser l'accueil et l'intégration des 2,7 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc. Il a été demandé 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire d'ici 2018. Le Parlement européen est prêt à accélérer les procédures. Si l'Union européenne se dit prête, c'est qu'il y a des contreparties. La Turquie reprendrait en plus des migrants illégaux les réfugiés syriens. Un mécanisme d'admission est proposé par l'Union européenne. Autrement dit, pour chaque Syrien réadmis en Turquie depuis la Grèce, l'Union prendrait en charge sur son territoire un réfugié syrien directement sur le territoire turc. Ce soir, les discussions continuent autour d'un dîner entre la Turquie et les 28 pays membres. L'occasion pour Ankara d'aborder à nouveau sa candidature au sein de l'Union européenne. Toujours dans ce contexte de la crise migratoire, 500 Calaisiens ont manifesté aujourd'hui à Paris pour défendre l'image de leur ville. Selon eux, la présence des réfugiés est responsable d'une baisse de leur chiffre d'affaires. Quentin Calmet et Sophie Normand-Couturier. Ils sont venus exprimer leur désarroi. Plusieurs centaines d'habitants de Calais, commerçants, salariés du port, des restaurateurs aussi. Ils ont parfois perdu jusqu'à un tiers de leur clientèle. Les clients fuient parce qu'ils pensent que Calais, ça ne se limite qu'au camp des réfugiés, alors que Calais est une belle ville avec énormément d'atouts. Une crise économique directement liée à celle des migrants de la jungle de Calais. C'est pour que l'on rétablisse l'image de leur ville que ces Calaisiens ont fait le déplacement jusqu'à Bercy. Il y a des commerçants qui ne s'en sortent plus parce que les gens ne viennent plus. Avant, on avait une population anglaise qui venait, une population belge, dunkerquoise. Ils ne viennent plus, ils ont peur des migrants. Reçus à l'Elysée dans l'après-midi, ils en ressortiront avec l'annonce de la création dès demain d'une cellule d'urgence pour aider financièrement les entreprises et les commerces de Calais. Au même moment, Grande-Synthe accueillait ses 400 premiers migrants, dont ce camp aux normes internationales, le premier du genre en France. Un camp monté par MSF et la mairie, mais sans l'accord de l'État, et avec au total une capacité d'accueil de 2500 places. Ce soir, toujours à propos de ce nouveau camp d'accueil de Grande-Synthe, le préfet du Nord a mis en demeure le maire de Grande-Synthe de mieux sécuriser le nouveau camp. À Matignon, début des concertations avec les syndicats. Manuel Valls veut convaincre sur la réforme du travail. Avant la première journée d'action de mercredi, les organisations syndicales sont aujourd'hui restées sans réponse. Stéphane Amalian. Écouter les syndicats pour améliorer le projet de loi.
C'est ce qu'a souhaité le gouvernement en recevant aujourd'hui les partenaires sociaux. Une concertation en présence du ministre de l'économie qui vise à ne modifier que certains aspects du projet. Sans surprise, la CFDT a mis en avant sa volonté de négocier, mais presse le gouvernement d'apporter des modifications substantielles. Nous avons été écoutés. Il nous a été dit que la porte était ouverte au dialogue, que des choses pouvaient évoluer, qu'il y avait des espaces. Mais nous avons redit notre détermination à agir contre les mesures que nous ne voulons pas voir figurer dans ce texte. La CGT et Force ouvrière campent sur leur position. Pas question de négocier, ce texte doit être retiré. On a demandé donc son retrait, une remise à plat du dossier pour pouvoir rediscuter point par point de l'ensemble des questions qui sont posées. La CGT et Force ouvrière se joindront le 9 mars à la manifestation des organisations de jeunesse contre le projet de loi El Khomri. Demain, nouveau tour de piste. Les représentants des cadres et le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, feront leurs propositions. Un bureau national du Parti socialiste s'est tenu ce soir. Myriam El Khomri a tenté d'expliquer sa réforme et de convaincre les socialistes. Martine Aubry, la maire de Lille, a de nouveau réaffirmé son opposition au texte, sans toutefois demander son retrait pur et simple. En bref, Jean-Claude Gaudin a démissionné de la présidence de la métropole Aix-Marseille. Il avait été contesté lors de son élection. Le sénateur maire de Marseille dit vouloir convoquer un nouveau scrutin qu'il espère incontestable. En bref, aujourd'hui, Paris s'est préparé à la crue du siècle. Un scénario catastrophe grandeur nature a été imaginé. Objectif, alerter les franciliens sur les mesures à prendre en cas de montée des eaux de la Seine. Plus d'1 million de personnes seraient privées d'électricité. Le coût des dégâts est estimé à 40 milliards d'euros. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble bien sûr les unes de vos quotidiens. On va commencer, Paul, avec La Croix. Oui. Crise de confiance dans le nucléaire. La Croix revient sur la démission du directeur financier d'EDF, Thomas Piquemal. Une démission qui, selon le journal, jette le doute sur la capacité du géant de l'électricité tricolore à financer ses projets. À lire également l'édito de Guillaume Goubert, Turbulence atomique, c'est son titre. On va poursuivre avec Libération. Et cette question en une, comment font les autres en matière de travail? On en parlait il y a quelques instants, Sonia. Libé s'intéresse à nos voisins. Espagne, Italie, plusieurs pays ont déjà testé la flexibilité prévue dans le projet de loi El Khomri. Le journal nous en explique les conséquences. On va poursuivre avec Les Échos à présent. Cette fois, c'est la SNCF qui est à la une. Le groupe public fait la vérité sur ses comptes. Il enregistre 12 milliards d'euros de dépréciation comptable à fin 2015. En cause, les politiques menées depuis quelques temps de modération tarifaire sur le TGV. Et bien, tout ça pèse sur les comptes à un moment où la compagnie doit aussi faire face à d'autres dossiers, les dessertes régionales ou encore la gestion des lignes de nuit. Merci beaucoup, Paul. À demain, avec plaisir. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est l'auteur d'un véritable hymne à la littérature. Dans son dernier opus de plus de 600 pages, Saison de papier chez Grasset, on trouve plusieurs générations d'hommes et de femmes rassemblés par la magie de la plume et par des rencontres réelles avec notre invité, écrivain, éditeur, critique littéraire. Jean-Paul Antoven, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. On va plonger, et c'est vraiment le mot dans votre livre. Bonjour. Mais d'abord, avant cette immersion, quel regard forcément distancié, j'imagine, vous portez sur les débats en cours aujourd'hui en France? Alors, ce qui passionnant, j'écoutais ce que vous disiez. Sincèrement, ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est cette loi travail. Alors, au-delà de son contenu, je ne vais pas vous faire réagir là-dessus. Que disent ces contestations, ces manifestations, ces crispations de notre société aujourd'hui? Le conservatisme vertigineux de la société française, incapacité à devenir ce qu'on a les moyens d'être et qu'on refuse d'être. Je ne comprends pas très bien. Mais parfois, je suis pessimiste. Sur ce cas très précis, je pense qu'on va avancer. Mais qu'est-ce qu'il manque selon vous? Parce que vous dites, mais il y a aussi des peurs, il y a des craintes, oui, bien sûr, il y a des angoisses. Comment on les dépasse? Il y a surtout le fait que personne n'a de charisme pour porter un peu d'enthousiasme, porter les gens, je ne crois pas beaucoup aux hymnes collectifs, c'est pas mon histoire, mais un petit peu quand même, il faut entraîner les peuples, c'est comme ça depuis
le Matin du Monde. Donc je ne comprends pas très bien. On a affaire à des êtres extrêmement prosaïques et en plus un peu menteurs, un peu tricheurs, d'un côté comme de l'autre. Il manque ce souffle. Il manque un grand peu de récit souffle. national aujourd'hui. Oui, un récit, un peu de... Pas d'espérance, j'aime pas ce mot-là, c'est une drogue dure, l'espérance, et qui fabrique des toxicos en mauvais état, bien vite. Mais un peu d'enthousiasme, oui. L'enthousiasme, justement, Oui. on le trouve dans votre livre. Vous savez que c'est un mot dont les 5 premières lettres coïncident avec celles de mon nom. Donc j'ai toujours considéré ce mot un peu comme un cousin, si vous voulez. En plongeant, Jean-Paul Enthoven, dans plus de 600 pages, on rencontre tour à tour Morand, Modiano, Flaubert, Madame de Lafayette, Kundera, Lévi-Strauss et bien d'autres, on va en parler. Mais si on devait, je sais que la question est peut-être un peu compliquée, peut-être qu'elle est déplacée, si on devait chercher un point commun entre tous ces écrivains, entre tous ces hommes et ces femmes, est-ce que vous utiliseriez le mot de Malraux? Il avait dit que c'était une sorte de secte, mais dans le bon sens du mot. C'est-à-dire qu'ils étaient tous liés par cette chose littéraire. Ils sont possédés par la chose littéraire. Vous savez, je ne pense pas que ce soit dans cet angle qu'il va chercher... comment dire, en rassemblant ces textes, en les réécrivant, des textes inédits pour la plupart, je n'ai fait que mon portrait. C'est purement narcissique comme entreprise. Et vous l'avouez? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est à ça que ça sert, la littérature. Vous savez, il y a une phrase d'André Breton qui dit « L'amour, c'est quand on rencontre... quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. » Et bien de la même façon, qu'est-ce que c'est que la littérature? C'est quand on tombe sur un livre qui vous parle de vous. Voilà. Et ce qu'il y a en commun avec ces ouvrages, ce sont des livres qui m'ont appris quelque chose de moi. En résonance avec votre vie, on va rentrer dans ces détails-là. Alors au milieu de cet océan d'auteurs, il y a aussi des pages consacrées, je voudrais qu'on en parle. Un héros de la résistance, Jean Cavaillès, qui est philosophe, logicien, professeur de philosophie des sciences, qui avait cofondé, je crois, le réseau Libération Sud. Pourquoi avoir insisté sur lui en particulier? Parce que je trouve que ce mathématicien qui vivait dans la pure abstraction tout au long de son existence, dans des mathématiques de très haute volée, et qui, à l'heure des drames, avec une simplicité et une évidence qui est celle du courage et celle de la clarté des idées, s'engage dans la résistance et devient un manipulateur d'explosifs, alors que des esprits incroyablement sophistiqués, rompus à la chose politique, au débat, et ben eux, ils tournent en rond, quoi. Et j'ai aimé la pureté de cette... et puis je trouve que les gens de la résistance, ce sont nos derniers chevaliers. C'est la seule aristocratie qui vaille. Et donc je trouve que Cavaillès est une figure sublime. Enfin, sublime jusqu'au bout, parce que torturé, il ne parlera pas. Je n'en aurais pas voulu de faire parler. Qu'est-ce que ça veut dire de parler, pas parler? Non, mais ça a été une révélation jusqu'au bout, admirable. Alors au-delà de Cavaillès, est-ce qu'il y a une volonté de votre part de réhabiliter, si je peux utiliser ce mot, certaines figures injustement reléguées au second rang? Et là j'ai retrouvé, je prends l'exemple de Pierre Herbart. Oui. Alors peut-être que ça ne dit pas grand-chose à nos téléspectateurs, c'est un destin, allez-y, étrangement proche de celui de Malraux. Avant ça, je veux dire que la littérature, c'est comme les échecs. Et dans les échecs, il y a des pièces nobles, les rois, les chevaux, les tours, et puis il y a des pièces mineures, comme les pions. Mais tout le monde sait que les belles parties se font aussi avec des pièces mineures. Par conséquent, je trouve que la littérature mineure, ça a vraiment sa place dans l'histoire de la littérature. Il y a des tas de gens qui sont Emmanuel Berle ou Pierre Herbart, c'est moins important qu'André Gide ou que Flaubert, ça va de soi. Mais en même temps, un rôle historique très important. Alors, pour revenir à Pierre Herbart, c'était le secrétaire... Il était très beau d'abord, très 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 beau. Secrétaire, amant d'André Gide, qu'il a accompagné en Russie, qui a été pendant la guerre d'Espagne, etc. Et qui a écrit un chef-d'œuvre. On le voit sur cette photo. Oui, qui a écrit un chef-d'œuvre totalement disponible, que les gens peuvent lire, qui s'appelle La ligne de force, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, il faut se rappeler de ces écrivains, si je peux employer le mot mineur, mais qui ont un rôle majeur. Il n'y a pas de sous Malraux. Emmanuel Berle.
Alors au fil des pages, Jean-Paul Antoven, on se rapproche d'aujourd'hui avec des portraits ou de nouveaux dialogues de François Furet ou de Milan Kundera. Milan Kundera qui est l'un des rares, on peut le rappeler, à entrer dans son vivant dans l'illustre bibliothèque de la Pléiade. Vous aviez écrit, j'ai retrouvé le cinquième. Oui, oui. Vous aviez écrit un article il y a quelques années, c'était en 2011, dans lequel vous posiez cette question à propos de Kundera. Vous avez dit, est-ce que cette entrée, cet embaumement définitif conviendra à sa rage d'homme libre et son incurable jeunesse? Est-ce que vous avez la réponse aujourd'hui? Eh bien, oui, je pense que Milan, que j'ai le privilège, dont j'ai le privilège d'être l'ami, et a bien vécu cet embaumement un peu précoce, si vous voulez. Il l'a bien vécu. Voilà, il fait autre chose, il écoute de la musique, il écrit encore, il est fort, mais il est heureux d'avoir... Il a fait, comment dire, il a sculpté sa stèle. Il voulait laisser ce soin à personne. Donc c'est intéressant. Et il l'a fait loin des médias, loin des plateaux de télévision, loin des micros de radio. C'est aussi... Vous savez, il y a des gens, dans notre société de spectacle, le fait d'être invisible est aussi une modalité de la présence. Il y a des gens dont toute la stratégie, bien que je n'emploie pas ce mot pour Milan, mais l'invisibilité est aussi une manière incroyablement efficace d'être présent. Hein. Modiano a eu le prix Nobel à force d'être invisible. Il y a deux écoles d'ailleurs. Il y a celle invisible et puis d'autres, on peut citer Jean d'Ormesson qui est beaucoup plus présent dans les médias. Il y a deux écoles, oui. Voilà. Oui. Vous avez choisi plutôt la discrétion, hein, parce qu'on vous voit rarement. Non, non pas. Je suis décontracté avec ça. Je vais là où je me sens bien en allant. Eh bien alors, merci d'être venu. Voilà. Jean-Paul Antoven, dans votre panthéon, il y a aussi, bien sûr, il faut qu'on en parle, Marcel Proust. Vous aviez préfacé un livre formidable qui rassemblait les carnets de travail de Proust et dans lequel on va retrouver un élément central. Je voudrais qu'on en parle pour les téléspectateurs de l'œuvre de Proust. C'est l'épisode dit de la Madeleine. L'épisode de la Madeleine, c'est le narrateur qui trempe un morceau de biscuit dans le thé et tout le passé qu'il croyait aboli remonte à la surface. C'est le point central. C'est un point scolairement central. Pour moi, il y a mieux. Mais pour les dissertations, pour l'université, pour l'école même, voilà. Et si le pauvre Marcel peut survivre grâce à cette Madeleine, c'est très bien pour lui. Loin, je crois qu'il. Mais c'est pas fondamental. Oui. Et deuxièmement, dans les carnets, puisque vous en parliez, ça n'a pas toujours été une Madeleine. Ça a d'abord été un peu de pain grillé, première version. Ça a été une biscotte, deuxième version. Tout ça a des raisons. Hein. Je peux vous dire pourquoi c'était une biscotte. Quittons les biscottes et les madeleines, même si je voulais vous faire dire en fait qu'il écrivait Petite Madeleine avec un P majuscule et un M majuscule, et que peut-être que ça rappelait ses initiales comme les peintres. C'était ma question. Totalement, voilà. C'est l'évidence. C'est la question que je me posais. Bien sûr, pardonnez-moi, j'aurais dû y venir. Comme les peintres flamands qui mettent leurs initiales dans un coin du tableau, Petite Madeleine, parce que dans les manuscrits que j'ai consultés, P et M sont en majuscules. Donc il n'y a aucune raison. Ce qui est formidable avec ces carnets... Ça aurait pu être Modiano Patrick. Hein. Oui, de Proust. Et d'autres, c'est que nous disposons, Jean-Paul Antoven, de l'original avec ces carnets de travail. Mais si on voit ce qui se passe aujourd'hui, j'imagine que peut-être que vous écrivez avec votre plume. Il n'y a plus de brouillon. Il n'y a plus de brouillon. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Non seulement ça, mais... On va vouloir retrouver ces carnets de travail. Plus grave que les brouillons, on n'a plus de rature. Non. D'ailleurs, je rêverais qu'on fasse des logiciels qui conservent les ratures. Ça n'existe pas. Voilà. Ce serait bien. Il y a si vous voulez une grande campagne, je viens d'apprendre que Apple va supprimer le point-virgule de ses claviers parce qu'il leur manque une touche pour faire je sais quel autre signe. Et vous vous rendez compte, la fin du brouillon, la fin de la rature, la fin du point-virgule. Je ne veux pas faire le mécontemporain à la Finkielkraut, mais quand même, c'est quand même terrible. On a l'impression, en refermant cet opus, que la littérature, ce panorama que vous offrez, il nous plonge bien sûr dans le passé, mais aussi nous permet de retrouver le temps perdu. Est-ce que la littérature, pour vous, transforme le temps perdu en un temps retrouvé, contrairement d'ailleurs à la sensation de la petite Madeleine? La littérature, ça sert à ça. La littérature, ça sert à vivre toutes les vies qu'on ne vit pas dans la vie réelle. Alors je sais bien que le cinéma peut remplir cette fonction,
mais la littérature le remplit, cette fonction, à un degré d'intensité vertigineux. C'est vivre toutes les vies qu'on n'a pas le temps ou les moyens de vivre, et surtout c'est un plaisir infini, c'est un plaisir constant. Enfin, il y a l'état amoureux et la découverte d'un grand livre qui sont les deux grandes raisons de vivre. Et les deux en même temps, c'est le Graal, alors. Et il y a évidemment, comme par hasard, la littérature, la vraie, ne parle que de l'amour. Comment on peut définir, c'est peut-être compliqué, un grand écrivain? Parce que est-ce qu'un grand écrivain change la vie de ses lecteurs? Je crois que vous avez répété une phrase, celle de Sagan, qui avait dit qu'elle faisait des sortes d'ordonnances littéraires pour ses amis. C'est bien cela? Peut-être pour vous aussi. C'est autre chose. François Sagan avait été entouré de gens qui avaient souvent des chagrins d'amour, des états un peu dépressifs à cause d'une rupture ou autre. Et alors elle faisait des ordonnances littéraires. Par exemple, moi qui étais client parfois, elle me disait, bon, vous prendrez une dose d'Albertine matin, midi et soir. Mais vraiment, elle le faisait vraiment? Oui, bien sûr. Et à l'époque, je le sais parce que c'était encore l'époque des fax. Et donc, il y avait le petit fax qui sortait avec l'ordonnance du jour. Ou bien quand un peu de tendrait la nuit pour passer le week-end. C'était magnifique, ça. Parce que les livres, effectivement... souvent des gens me disent... guérir des chagrins d'amour. Souvent les gens me disent, qu'est-ce que je dois lire? Et alors, j'ai envie de leur dire, c'est comme si vous me demandiez quel médicament dois-je prendre. Tout dépend de ce dont vous souffrez. Je peux vous demander quel médicament littéraire vous prenez en ce moment, alors? Qu'est-ce que vous lisez? Moi, j'en suis toujours avec mes vieilles potions, Proust, Fitzgerald. Donc voilà, je bouge pas trop. Je suis heureux avec eux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de religion, la littérature? Les écrivains ont leurs adeptes. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Proust, il a des adeptes dans le monde entier. C'est une religion planétaire, oui. C'est une religion planétaire. Il y a même, on m'a dit qu'il y avait une traduction de La recherche du temps perdu en syriaque. C'est incroyable, non? Pensez qu'entre Alep et toutes ces villes en feu et en guerre, il y a quelqu'un qui a traduit Proust. Je trouve ça sublime. Je suppose que vous êtes de religion proustienne, alors je ne sais pas si on peut faire ce qui a de l'avantage dans cette religion, c'est que c'est une religion sans Dieu. C'est une religion... donc sans guerre. C'est une religion d'intelligence. Voilà, une religion d'intelligence. Alors, ce qui est encore plus original, c'est que vous dites, je vous ai entendu le dire, que les écrivains font rire. Mais vraiment rire à fond, si je puis dire. Les écrivains peuvent être à la fois très grands et de grands comiques. Pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais Proust est un grand écrivain comique, comme Kafka. Il y a le dictionnaire des idées reçues de Flaubert est un monument de drôlerie. Tous les grands écrivains ne sont pas graves. Milan Kundera, puisque vous en parliez, est un écrivain qu'on ne peut pas lire sans se taper sur les cuisses. Se taper sur les cuisses. Donc c'est un véritable antidote, finalement. C'est ce qu'on disait. Je pense, oui. Non, mais quand je vous invite à lire un livre qui s'appelle Risibles amours, justement, Risibles, de Kundera, qui est un des livres les plus drôles qui soient. Oui. Un mot aussi pour conclure sur les écrivains maudits. Oui. Céline et d'autres, quel regard vous avez sur ces écrivains? Non, je n'ai pas dit maudits, ils sont très honorés. Ils ont une mauvaise réputation. Mauvaise réputation, c'est pour ça qu'on dit maudits. À tort? Dans le cas de Céline, c'est un gigantesque prosateur quand il écrit Le voyage au bout de la nuit, et c'est un misérable petit personnage quand il écrit Bagatelle. Et il y a un film qui vient de sortir, que j'ai vu il y a quelques jours, sur Céline au Danemark, un film d'Emmanuel Bourdieu avec Denis Lavant, qui est vraiment plus célinien, qu'on a l'impression d'être en sa présence, qui est très intéressant. Donc, en résumé, pour rire, pour soigner ses chagrins d'amour, pour soigner aussi l'égoïsme, la vanité, la lâcheté, plein d'autres choses, il faut lire matin, midi et soir. Il faut lire et il faut vivre ce que l'on a lu. Quels conseils on pourrait donner pour que les plus jeunes d'entre nous aient encore plus ce goût de la lecture? Je pense que je crois au mimétisme, moi. Quand on a autour de soi des gens qui lisent, les enfants liront. Rien n'est pire. À votre place, il y a quelques jours, il y avait Barbara Hendricks qui m'a exactement fait la même réponse pour la musique. Il faut habituer l'oreille. Le mimétisme, c'est la base des phénomènes de la transmission.
Et les parents qui ne lisent pas un livre et qui disent à leur enfant lis donc, sont absurdes. Et voilà ce qu'il pourrait lire. Saison de papier chez Grasset. Merci beaucoup Jean-Paul Anto. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, comme d'habitude, c'est le zapping Public Sénat, moment choisi ce soir par Sophie Normand-Couturier. La primaire de la droite et du centre, c'est pas fait pour aligner un casting, c'est fait pour mettre sur la ligne de départ des candidates ou des candidats qui, s'il n'y avait pas cette primaire, pourraient être candidats à la présidentielle directement. Le problème de fond, c'est est-ce que la droite, elle est rassemblée? Et surtout, est-ce que la droite, le jour où elle est rassemblée à l'élection présidentielle, elle a enfin le bon remède pour que le pays se redresse, que le chômage de masse recule et que la sécurité publique soit assurée? C'est ça, me semble-t-il, l'essentiel. Il ne faut pas faire de la démagogie. Une centrale nucléaire, ça se serait si ça se fermait de manière aussi rapide et simple. Maintenant, il faut fermer Fessenheim. Évidemment, il faut y réfléchir de manière plus qu'active puisqu'elle est en fin de parcours. Et le coût de sa rénovation coûtera infiniment plus cher que de la fermer. Donc c'est une vraie impasse économique. Et je pense qu'on doit avoir un vrai débat lucide, absolument pas démagogique, sur le coût réel de l'énergie nucléaire en France. Sylvie Robert, je suis sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Jean-Louis Touraine, sénateur d'Ille-et-Vilaine également. Tous les mois, on fait une visite d'un canton de notre département, tous les deux. On y va? On y va. C'est un binôme qui ne la joue pas perso. Raté. Un binôme breton. Ça, c'est des jeux anciens gallo. En visite ce matin-là dans un parc de loisirs dédié aux jeux traditionnels de la région, Jean-Louis Touraine et Sylvie Robert font équipe depuis longtemps. Ils avaient déjà fait campagne ensemble pour les élections sénatoriales de 2014. Opération réussie, et depuis, ils mutualisent leurs moyens. On a des bureaux dans le même lieu, on fait des rendez-vous communs. C'est une façon aussi de montrer que voilà, on peut travailler ensemble, même sur des problématiques différentes qu'on relaie du coup différemment. Ça permet une complémentarité et d'autre part de nous répartir les tâches pour être le plus efficace possible. C'est bien qu'il entende, c'est bien qu'il écoute, c'est bien que Myriam El Khomri vienne devant le Bureau national. On aurait peut-être pu souhaiter que cela soit fait avant, d'une certaine manière. La revendication patronale, elle porte sur un certain nombre de sujets qui consistent à pouvoir, par exemple, faire des... Il faut le dire, et ça s'est retrouvé dans la première version de la loi, j'espère que ce sera corrigé, à faire des plans sociaux, c'est-à-dire à foutre dehors les gens pour des motifs dits économiques, même pour la conquête de nouveaux marchés. C'est-à-dire même quand la difficulté économique de l'entreprise n'est pas avérée. Donc il y a un problème. Il faut une philosophie différente. Mais dites-moi, je ne savais pas que vous étiez encore en activité. Ah, c'est mes fils, c'est mon petit-fils qui a repris l'exploitation. Ah d'accord, donc vous êtes un sénateur paysan, si je comprends bien. Paysan, oui, je revendique. Il n'y a pas beaucoup de parlementaires qui ont... Paysan et très rural. Paysan et très rural. Ah bah ici, c'est sûr qu'on est dans un contexte authentique. 50 habitants. On vit avec les vaches, on vit dans les pâtures. C'est de la belle Montbéliarde, hein? C'est toute la Montbéliarde. Donc de l'élevage surtout. De l'élevage et du comté. Tradition du Jura, voilà. Donc votre lait sert à faire du comté. À faire du comté. Aujourd'hui, nous avons donc eu la confirmation du lancement de la ligne de ferroutage entre Calais et Perpignan. C'est pour le 29 mars. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est porteur d'emploi et pour nous, c'est essentiel aussi pour le développement du port et de son économie. Le deuxième point, c'était la confirmation du démantèlement de la jungle. Et le troisième point, la troisième annonce qui est très importante, qui nous a été faite par le cabinet du président de la République et par Bercy, c'est la création dès demain d'une cellule d'urgence. C'est un guichet unique en fait. Il y aura une antenne en sous-préfecture et toutes les entreprises et commerces de Calais pourront accéder à ces services par un moyen très simple. On aura demain les détails. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve à 22h jusqu'à 23h30 pour 1h30 de débat, décryptage et puis le grand entretien, bien sûr. Merci encore, belle et douce fin de soirée en notre compagnie.